Bien. La parole est à Madame Delphine Bagary. Et je dois l'indiquer, Madame la députée, pour 5 minutes, puisque les députés non inscrits ont un temps de parole qui est précisé. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le 11 juin 1903, à la demande du député socialiste Francis de Pressensé, une commission chargée d'examiner les propositions de loi de séparation des Églises et de l'État est désignée. Présidée par Ferdinand Buisson, président fondateur de la Ligue des droits de l'homme, et pouvant compter sur la virtuosité de son rapporteur Aristide Briand, la commission, pourtant vouée à l'échec, aboutit à l'une des plus belles lois de la République. 2 ans de travail ont été nécessaires pour rédiger le rapport Briand et sa proposition de loi. L'œuvre parlementaire ne s'est égarée ni dans les passions que la séparation soulevait, ni dans les difficultés techniques qu'elle représentait. Pourtant, dans la commission dite des 33, souvent les votes étaient tranchés à 17 voix contre 16. Comment croire qu'avec seulement 1 mois et demi d'élaboration, nos travaux en commission suffisent pour ne pas prendre le risque de porter atteinte à la loi pilier de la laïcité? Comment croire qu'avec un temps législatif programmé qui empêche aux voix dissidentes de s'exprimer, l'ensemble des objections pourront être discutées? Le 9 décembre 1905 est promulguée une loi libérale, juste et sage, pour reprendre les mots de Jean Jaurès, et donne tort à Max Weber, persuadé que la religion catholique, religion de la communauté, était incompatible avec les préceptes individualistes de la civilisation libérale. Après seulement 1 mois et demi de travail, le législateur s'apprête donc à réécrire une loi où l'État est le garant de la liberté de culte, en loi de contrôle, soumettant les associations culturelles et sportives à des examens réguliers et disproportionnés. Le texte soumis par le gouvernement propose pourtant des évolutions nécessaires. L'autonomie financière des cultes doit bien entendu être encouragée. La transparence et le contrôle des fonds étrangers sont évidemment des exigences rendues indispensables. Ce texte a aussi pour objectif de retrouver par la loi les conditions de notre rassemblement. Mais le projet du gouvernement est-il de nature à nous rassembler? Un but ne se réalise pas simplement parce qu'il est conçu et désiré, mais il exige un effort, une exécution et toute une série d'intermédiaires. Il existe des conséquences de celles qu'on n'a pas prévues par négligence, par précipitation ou par imprudence. À titre d'exemple, le chapitre 3, relatif à la dignité de la personne humaine, en modifiant à la marge un arsenal législatif déjà bien fourni, le législateur risque de précariser et de fragiliser encore les femmes. Le législateur se complaît à un exercice de stigmatisation là où pourtant un renforcement des moyens financiers et humains est nécessaire pour faire appliquer la loi. L'adhésion des associations cultuelles aux lois de la République a été une grande victoire de la loi du 9 décembre 1905. À l'inverse, comment ne pas craindre que la rédaction de certains articles de ce projet de loi ne créera pas d'hostilité? Hostilité de la part d'associations cultuelles qui n'ont rien à se reprocher. Porter atteinte à la loi de 1905 relèverait de notre part d'un rapport blessé aux religions. Hostilité de la part d'associations socioculturelles ou sportives investies partout, même sur les terrains les plus difficiles, acteurs essentiels de l'éducation à la citoyenneté. Ces associations souvent seules dans certains quartiers où s'expriment les principes, ces associations où s'expriment les principes d'égalité, de fraternité, de vivre ensemble, de faire ensemble. Elles feront désormais l'objet d'une suspicion permanente. Ce texte mal travaillé risque d'accentuer les divisions alors que le Parlement ne devait travailler que dans un seul objectif, rassembler. Agir et légiférer pour lutter contre les séparatismes, l'islamisme radical et les atteintes à la citoyenneté est nécessaire. Toutefois, pour y parvenir, il faudrait dans le même mouvement agir et légiférer pour l'émancipation individuelle et la mixité sociale, meilleurs outils contre le repli identitaire. Où se situe l'émancipation dans ce projet de loi? La laïcité, comme la démocratie ou la citoyenneté, ce n'est pas un dogme qui se décrète et qui s'impose.
Comme l'éducation, elle est un outil d'émancipation qui permet la vie en commun. La laïcité est un principe fondamental de notre pacte social. Parce que l'on ne modifie pas sans conséquence notre pacte social, notre responsabilité serait de rejeter ce texte, de le retravailler en commission, afin d'être à la hauteur des objectifs qu'il énonce et de l'héritage législatif qu'on a tous reçu. Je vous remercie. Merci beaucoup.